Jusqu'à 1h, la ligne est ouverte au 39 21. Justin et Asiba vont vous y accueillir, alors n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous préoccupent. Et si vous voulez réagir à un témoignage, vous pouvez à tout moment, au cours de l'émission, nous appeler à ce même numéro pour intervenir à l'antenne, envoyer un courriel sur le site europe1.fr ou un SMS en tapant d'abord le mot nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21. Philippe Chartier est aux commandes de l'émission, comme tous les soirs de la semaine. Nous n'attendons plus que vous. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors j'ai eu un petit courriel de Marie qui me dit: j'ai malheureusement voulu intervenir trop tard au sujet de la personne dont le fils faisait partie des témoins de Jéhovah. Je précise d'ailleurs que ce n'était pas le fils, c'était la mère de la belle-fille. On va y arriver. C'était Bénédicte qui nous appelait pour nous parler de son fils et de sa belle-fille. Donc la mère de la belle-fille faisait partie depuis très longtemps, puisque des témoins de Jéhovah, puisque déjà quand la belle-fille était enfant, elle en faisait partie. Marie nous dit: avant de prévenir le juge pour enfants, ce qui peut être lourd de conséquences, s'adresser aux associations spécialisées, la DFI, la Mivilude pour conseil. Alors ADFI et Mivilude, comme ça se prononce, M-I-V-I. L-U-D-E-S. Mon fils est dans une secte, nous dit Marie, depuis près de 10 ans et les conseils des associations sont précieux. Je voulais aussi, sans transition, saluer Olivier, le patrouilleur, comme il se nomme, qui dit: je suis de service les 3 nuits à venir. Je ne sais pas très bien ce qu'il fait d'ailleurs, Olivier, c'est un fidèle auditeur, mais il voulait saluer tous ceux qui travaillent de nuit à la sécurité des autres, que ce soit sur les routes ou ailleurs, et faire un grand bonjour amical au Trublion, dont il a fait la connaissance, et ainsi que celle de Moumoun, puisqu'on associe toujours le Trublion à son chat, et bien sûr grâce à la page Facebook de l'émission. Facebook, vous savez que vous pouvez y aller en allant dans Libre Antenne, puis Caroline Dublanche. Allez, on va accueillir tout de suite Sandra qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous m'appelez parce que vous avez 31 ans et vous avez l'impression que vous avez du mal à construire une relation amoureuse. Oui. Oui, j'ai l'impression que c'est pas évident. C'est-à-dire que vous commencez des relations, oui. mais c'est après que ça se passe pas comme que ça vous vous emballez peut-être très vite, mais ça retombe un peu comme un soufflet. Je m'emballe pas forcément, mais j'ai l'impression que j'apprécie beaucoup mon état célibataire. Oui. Le fait d'être célibataire, d'être entourée d'amis, etc. Et ensuite, quand je me retrouve en couple, j'ai du mal à renoncer à cet état de liberté, d'indépendance que j'ai quand je suis célibataire, en fait. Mm-hmm. Et je ne conçois pas, je ne réfléchis pas en mode couple. Donc après, quand je suis en couple, j'ai du mal avec la personne qui se sent pas forcément bien au bout d'un moment, parce que je suis plus j'ai du mal par rapport à ça. Alors est-ce que je sais pas si c'est lié au modèle parental que j'ai eu, disons que mes parents ont divorcé, j'ai toujours été
entourée de couples, d'amis, de parents, etc., d'amis de mes parents, etc., qui ont toujours eu des divorces, des séparations, des relations très difficiles dans la famille. Donc peut-être, je ne sais pas si j'associe ça, le couple, à quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Et donc est-ce que c'est pour ça que je préfère rester célibataire au fond de moi? Je ne sais pas. C'est possible, vos parents ont divorcé quand vous aviez quel âge? Quand j'étais jeune, très jeune. C'est-à-dire mon père est sorti très tôt de la maison et il n'a jamais vécu avec nous en fait. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas de relation avec lui. Ah oui. Mais aujourd'hui, vous en avez, vos relations se sont arrêtées à quel moment? Se sont arrêtées il y a quelques années. Pour quelle raison, si c'est pas en fait, il a toujours été très loin de moi, oui. De nous en fait, de ma sœur et moi, toujours très loin. Et puis, mais parce qu'il avait des problèmes personnels, je lui en ai jamais voulu pour ça. Il était dépressif, il avait des problèmes, il avait arrêté de travailler, etc. Donc, il n'était jamais présent pour sa famille. Et puis ensuite, là, il allait un petit peu mieux ces dernières années, mais il a refait 4 fois, entre-temps, 3 ou 4 fois sa vie. Et puis il a fait une série de choses que j'ai pas appréciées pour la famille, vis-à-vis de nous. Et donc, on a décidé de couper les ponts, quoi. Mais finalement, vous dites que vos parents se sont séparés très tôt. Vous ne les avez pratiquement jamais connus ensemble. Si. Enfin, j'ai des souvenirs de disputes, Mais vous n'arrivez pas à me dire à quel âge ils se sont séparés? Mais parce que ça, vous étiez... je les ai jamais connus heureux ensemble. D'accord. Oui, donc vous avez, c'est ça, quand vous dites je ne réfléchis pas en mode couple, c'est-à-dire l'image que vous avez du couple, elle est pas très positive. Ouais, non. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Enfin, elle peut être positive par rapport à des amis. Par exemple, mon premier copain que j'ai eu, il avait des parents heureux. Donc là, j'ai appris que un couple peut fonctionner à 50, à 60 ans, peut être heureux, peut être serein, Donc ça, je l'ai appris après, mais bon, peut-être que ça... Oui, mais c'est ça, vous l'avez, comme vous dites, vous l'avez appris après, mais vous êtes imprégné, vous, de toute une histoire. On est... vos références, à vous, elles sont tout autres. Ouais. Hein, et on est construit, on est... véritablement imprégné. Alors après, on découvre qu'il y a d'autres possibles, mais néanmoins, on s'est construit sur ces bases-là, et c'est difficile de changer la donne. C'est pas impossible, mais loin de là. Hein. Mais bon, alors d'ailleurs, vous dites que en même temps, vous appréciez votre état de célibataire et que le couple, vous dites plusieurs choses. Hein. C'est-à-dire quand vous vous sentez en couple, au fond, c'est comme une privation de votre liberté. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi la peur. Il y a quelque chose autour de l'idée que de l'engagement et le fait qu'au fond ça ne peut pas marcher. Oui, c'est peut-être une peur aussi de souffrir un jour. Parce que, peut-être que, j'y réfléchis quand même. Et peut-être qu'au fond de moi, je sais que vu aussi tous les divorces qu'il y a autour de nous aujourd'hui, dans la société, etc. Peut-être qu'au fond de moi, je sais que de toute façon, le couple que je peux former ne durera pas, et donc je souffrirai. Et donc peut-être qu'il vaut mieux ne pas rentrer dedans dès le départ, quoi. Est-ce que c'est ça? Voilà. Oui. Et alors, comment vous envisagez du coup votre vie affective, amoureuse, puisque ça ne veut pas dire que vous n'envisagez pas de vie, vous voyez, une vie monacale non plus. J'y réfléchis pas trop. Disons que tout ce qui m'entoure, ma vie est assez remplie. Tout ce qui m'entoure, ça me remplit comme ça. Les amitiés, etc., les activités, etc. Donc après, c'est vrai que le couple, c'est pas je ne vais pas à la recherche de quelqu'un, et le couple, c'est pas une priorité. Mais justement, une de mes questions, c'est de savoir si c'est normal ou pas. Si cette recherche d'indépendance, de liberté, elle est normale, ou elle est plutôt
pathologique par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance, quoi. Vous comprenez ? Les deux termes sont excessifs. Parce que c'est ni, la normalité, vous savez, dans ce domaine, j'aime pas tellement me prononcer sur ça. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, hormis quand on est dans le domaine vraiment de la, alors je vais dire de la pathologie psychiatrique, mais ça n'a rien à voir avec ça. Et alors la pathologie, vous n'êtes pas dans la pathologie, vous êtes en réaction à quelque chose. Maintenant, ce qui est, vous protégez avant tout. Vous vous protégez et ce faisant, il y a cette idée de toute façon dans le couple aujourd'hui. Je crois que c'est une problématique à laquelle nous sommes nombreux à être confrontés, c'est-à-dire ce besoin que nous avons d'être comme ça, de former un couple, d'être à deux, parce que c'est quand même, il y a ce besoin de sécurité, d'amour, que l'on recherche. C'est quand même très doux et très bon d'aimer, d'être aimé. Donc rien ne peut remplacer ça. Et en même temps, on est aujourd'hui dans une conception de la vie, enfin dans nos sociétés occidentales en tout cas, où l'individu a pris beaucoup d'importance, donc où à la fois on veut être en couple et en même temps préserver beaucoup son espace individuel, son autonomie et sa liberté. Donc on est pris entre presque deux contradictions. Vous voyez, ce besoin d'être au fond à deux, de former un couple, voire une famille. Donc ce cocon très protecteur aussi dans une société qui est quand même dure. Et donc c'est aussi un cocon sécurisant. Et puis en même temps on a envie d'autonomie, et c'est deux désirs, deux aspirations très légitimes et qui sont pas toujours très conciliables. Donc que vous exprimez et en lesquels je crois chacun plus ou moins, mais peut se reconnaître. Et là-dessus, il y a votre histoire familiale, où on peut aussi, certains d'entre nous peuvent se reconnaître, soit parce que, pas toujours parce que les parents sont séparés très tôt, mais ils peuvent avoir eu des parents ensemble mais qui se disputaient beaucoup, ou parce que l'image du couple est pas très positive. Et où du coup désirer peut-être former un couple et en même temps en avoir très peur. Donc est-ce qu'il faut que je fasse un effort dans ce sens-là Un effort un effort de rentrer dans le mode couple, de rentrer dans un couple, de partager plus, parce que c'est jamais en termes d'effort que ça se passe. Parce que si vous le vivez en termes d'effort, ça ne marchera pas. C'est plus en termes de peut-être. Alors, j'allais dire, c'est plus en termes de travail. Alors, il n'y a pas de travail sans effort, mais si on fait du piano, il faut faire du solfège avant. Enfin, il y a toujours. Mais c'est plus un peu un travail peut-être sur vous-même pour faire la part des choses entre l'histoire du couple de vos parents et celle que vous allez construire vous. Parce que c'est pas parce que vos parents ont eu cette histoire de couple que vous allez forcément reproduire le même schéma. Et vous le reproduirez d'autant moins que vous aurez pris de la distance par rapport à cette histoire
familiale qui est aussi la vôtre finalement. Et puis c'est pas parce qu'on est dans une époque où effectivement le couple est devenu fragile. Et pourquoi il est devenu fragile? Paradoxalement, parce qu'il repose toujours dans nos sociétés occidentales il se construit, il est basé sur le lien amoureux. Oui. On se marie plus par intérêt ou pour unir des patrimoines ou il y a plus des. Et c'est pour ça que je précise dans nos sociétés occidentales, parce que malheureusement ailleurs il y a encore des mariages où notamment on sait qu'il y a des mariages qui sont contraints, forcés mais alors on peut dire que c'est une bonne chose puisque c'est l'amour qui réunit deux êtres, et en même temps forcément c'est fragile, le sentiment amoureux c'est vrai que ça peut ne pas durer, ça peut c'est bon, et oui on peut se séparer. Bon, et après tout, est-ce que pour cette raison-là, ça veut dire qu'on ne va pas vivre une histoire d'amour et pas se mettre en couple, pour reprendre votre expression? Oui. Ça vaut le coup peut-être d'en parler. Parce que moi j'entends derrière beaucoup de peur quand même chez vous. Alors après on peut rationaliser en disant je suis bien comme ça, et j'entends qu'effectivement vous êtes bien, parce qu'après tout Sandra, je veux dire, vous avez 31 ans, vous avez j'entends tout un réseau, des amis, une vie agréable. Oui. Donc je veux dire, il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas non plus que ce modèle-là, il n'y a pas histoire de rentrer dans un moule, après tout, il y a plusieurs façons d'être en couple. Mais ce qui m'évoque tout de suite, c'est que déjà vous m'appelez pour en parler, et puis quand même, on voit que vous avez déjà réfléchi, et que vous êtes suffisamment lucide, intelligente pour faire le lien avec des tas de choses, avec votre histoire, et que derrière tout ça, vous sentez qu'il y a quand même un poids, qui est peut-être pas seulement le simple fait de vous dites où est votre liberté, puisque je reprends votre expression, et où est finalement le poids d'une histoire familiale. Oui, c'est ça, c'est faire la part des choses, quoi. C'est ça, pour savoir vraiment quel est votre choix, et bon. Voilà, si c'est vraiment un choix de vie, ou si c'est par réaction, voilà. Alors, je reçois un SMS qui dit « Mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. Impossible également pour moi de voir le couple comme quelque chose de positif et durable. Fatalisme, mais ça n'empêche pas le bonheur. » Odile me dit « Il y a des gens doués pour le couple et d'autres pour le célibat. Et les aventures, me dit Odile, c'est chouette aussi en restant couvert. » Bon, oui, mais c'est un choix de vie. Un autre message qui me dit « Vive le célibat qui n'empêche pas l'amour, haut les cœurs. » L'ami Tintin qui me dit « C'est parce que vous n'avez pas eu le coup de foudre, le jour où vous rencontrerez le prince charmant, vous ne lâcherez plus. » Peut-être, mais... Non, je dirais pas ça, non. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de peur chez vous. Il y a une peur de ce que peut représenter aussi l'engagement, parce qu'au fond, quand on a peur, c'est normal, on se protège. Alors il y a des auditeurs qui sont pas d'accord. Je reçois un SMS qui dit « Il est possible qu'on ait peur de s'engager, mais si l'étincelle est là, il n'y a pas de crainte à avoir. » Oui, mais pour que l'étincelle ait lieu, pour que le coup de foudre ait lieu, il faut qu'il y ait un bon récepteur, et finalement, on peut faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Qu'il n'y ait pas cette ouverture-là. Donc... Bon, moi je pense que ça vaut la peine un peu d'être élaboré. Par rapport aussi à... Il y a un SMS autour de éventuellement vous parlez du couple, mais la famille, est-ce que vous songez à la possibilité d'avoir des enfants ou pas? C'est un peu pour ça que je me pose des questions plus maintenant par rapport à mon âge, parce que je ne me vois pas du tout à avoir des enfants. Vous ne vous voyez pas ne pas en avoir, c'est ça? Non, pardon. Je ne me vois pas avec des enfants au jour d'aujourd'hui. D'accord, avec la vie que je mène, je ne me vois pas du tout la place pour la famille, les enfants. Ce serait
ce serait complètement une autre personne, une autre vie. Oui. Et ça me préoccupe un peu parce que je me dis que s'il faut que j'en fasse, bon, je vais pas attendre non plus 30 ans. Enfin. Ah, vous n'allez pas attendre Voilà. 30 ans de plus. Bah, ça Voilà. serait, oui, ça serait, oui. C'est vrai que Donc, si vous en voulez, il vaut mieux un peu avant. Entre-temps, la science aura peut-être fait des progrès, mais enfin pour Oui, les non. enfants, et puis nous, notre durée de vie va s'allonger, mais enfin, quand même. Oui. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans cette position-là et ça me fait un peu peur parce que je sais pas si c'est parce que vraiment je ne veux pas avoir d'enfants, pourtant ça m'attendrit, etc. Ou alors c'est parce que, ou alors c'est peut-être une peur d'avoir des enfants, d'avoir une famille, peur encore de s'engager, etc. Et oui, parce que on revient au même. il y a une histoire familiale un peu complexe, quoi, derrière, et il y a votre histoire d'enfant aussi derrière. Alors, je reçois un mail là de Judith qui me dit: je suis en train de lire un livre qui aide bien à progresser sur cette problématique. Ça s'appelle, nous dit Judith, Ces amours qui n'avancent pas, et c'est écrit par 3 psychologues, dont un qui s'appelle Contant, Luce Rowe, comme Luce et Rowe, R-E-A-U, et Mathieu, comme le prénom, aux éditions de l'Emmanuel. Je connais pas ces éditions, moi. Le livre recense un peu toutes les causes issues de notre histoire qui nous empêchent de nous engager, propose des pistes de travail pour en sortir et s'approprier sa propre histoire de couple, nous dit Judith. D'accord, c'est gentil. Et puis il y a Valérie qui dit: vous avez un manque de confiance en vous, vous pouvez passer à côté d'une belle histoire d'amour et d'affection, il faut vous jeter à l'eau et mordre la vie à pleines dents. Réfléchissez avant de foncer, mais si votre cœur vous le dit, foncez. Il y a beaucoup de couples qui sont heureux, regardez autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux sans être forcément en couple. Ah mais tout à fait, vous avez raison. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens heureuse sans être en couple et ça fait des années que je vis comme ça. Donc je me pose des questions par rapport à ça. Mais il y en a, il y a beaucoup de gens qui peuvent être tout à fait heureux sans être en couple. Il y a des gens qui sont très malheureux en couple. Hein. C'est ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est pour ça que moi ce sont vos premières paroles, hein, d'ailleurs, Sandra. Vous m'avez dit: j'apprécie beaucoup mon état de célibataire. Et en même temps, mais vous pouvez très bien. Après, moi j'ai envie de vous dire, on peut très bien. Le couple n'est pas une fin en soi. Le couple n'est pas une fin en soi. Maintenant, si vous avez le sentiment, c'est-à-dire qu'en même temps, je sens là aussi des interrogations. Alors, est-ce que c'est par rapport à une norme? Est-ce que c'est par rapport à tout prix devoir être dans un moule? Bon, ou est-ce que c'est parce que vous avez peut-être besoin un peu d'en parler, d'être au clair par rapport à ça, votre histoire? Ça peut être aussi. Vous pouvez aller, je vous dis, en parler à quelqu'un. C'est vrai que c'est parfois plus compliqué parce que généralement, quand on fait cette démarche, c'est qu'on va pas bien et on est poussé par l'urgence, souvent. C'est plus compliqué d'aller presque quand ça va bien, puisqu'au fond, ça va pas mal. Hein, c'est. Oui. Ouais. Mais c'est plus vous dire, bon, est-ce qu'il y a cette histoire, vous vous interrogez. Bon, encore une fois, il est tout à fait possible d'être, comment dire, parce que être célibataire, vous êtes célibataire, mais vous avez des histoires, si j'entends bien quand même. Ben, en ce moment, je suis pas célibataire. Ben voilà, c'est ça, parce que c'est compliqué de nos jours. On dit célibataire, mais ça veut dire que vous ne vivez pas sous le même toit avec quelqu'un, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des relations. Non. Non, disons que je suis célibataire dans ma tête. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un, là, il n'y a pas longtemps. Comment ça se passe? Je suis avec cette personne. Et comment ça se passe avec cette personne? Ben, ça se passe bien. Bon. Ça se passe bien, mais disons que j'ai peur qu'elle prenne qu'elle m'empêche d'être, qu'elle me fasse perdre ma liberté, tout ce que j'avais avant, mon temps libre, mes choses, que voilà quoi. Mais lui n'a pas envie de liberté? Pas beaucoup, enfin non, pratiquement pas autant que moi quoi. C'est très peu. Alors c'est vrai que dans les premiers temps d'une relation, en général, on a très envie d'être plutôt l'un sur l'autre.
Vous ne le ressentez pas, ça? Pas tout le temps, quoi. Un petit peu. Non, pas tout le temps non plus, mais en général, c'est plutôt comme ça. Et puis après, après, on retrouve un peu ses marques avec ses amis. Mais dans les premiers temps, c'est vrai que quand on est très amoureux, on se contente de l'être aimé. Hein. Mais moi, je sens beaucoup de peur quand même chez vous. Et donc, du coup, on met pas tous ses œufs dans le même panier, quoi. Parce que bon, je pense que il y a quand même le fait que vous m'appeliez pour en parler. Il y a des questions qui restent en suspens. Et pourquoi pas aller un peu élaborer tout ça? Oui, non, mais ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais vous lire. C'est un moment que j'y songe. Oui, moi je pense que justement c'est aussi c'est pas forcément. On peut aussi aller parler de questions comme ça quand on va pas trop mal. C'est intéressant les questions que vous soulevez. Et vous êtes très jeune encore, donc c'est un moment, enfin je veux dire 30 ans où il y a beaucoup de choses qui sont à construire dans votre vie de femme. Et qui sont pour la suite. Donc après, vous saurez au moins si c'est pas réel choix ou si derrière il y a le poids de la famille ou comme le dit quelqu'un, est-ce qu'il y a une pression familiale, sociale, encore Odile. Bon, allez, je vais vous lire quelques réactions pour conclure. Il y a Julien qui dit « J'ai 31 ans, je suis dans la même situation. Je me sens plutôt bien comme célibataire. » Il y a Prune qui dit « Ne vous sentez pas obligé de vivre en couple, profitez de votre liberté. » Un message qui dit « Mais vivez, que diable ?» Et puis le subversif dit « Nous ne sommes pas déterminés ni à vivre en couple, ni à avoir des enfants. Par contre, nous sommes destinés à pouvoir choisir. Est-ce un choix ? Ou cela s'impose-t-il à vous ? C'est cela la vraie question. Eh oui, c'est ça. Et ça parce que nous pensons toujours être maîtres de notre destinée. Pensons toujours que c'est nous qui décidons, qui sommes aux commandes. Bon, le problème c'est que nous sommes surtout guidés par notre inconscient, par le fait que on est modelé par notre histoire familiale, par tout cela. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller creuser un petit peu. Surtout qu'on sent que vous en avez la capacité, donc pas donné à tout le monde, profitez-en. Il y a Carole qui dit « Je comprends cette jeune femme car moi aussi, jeune, le mariage me faisait peur à cause de mes parents et mon mari aussi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais le mariage et les enfants, c'est très beau. » Vous voyez, il y a tous les points de vue, chacun. Et puis on a également... Madeleine est avec nous au 39-21. Bonsoir Madeleine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis une habituée. Ah ben merci alors d'être avec nous. Oui. Alors j'ai 81 ans. Oui. Et j'avais 8 ans quand mes parents ont divorcé. Oui. Je suis dans le même cas qu'elle. À 18 ans, j'ai fréquenté un jeune homme pendant 2 ans. Ça n'allait pas tellement. Et un jour, le père m'a dit « Madeleine, sauvez-vous, vous êtes trop bien pour une fille. » Bon, alors si le papa disait ça, j'ai vite sauvé. Mais à 25 ans et à 28 ans, je travaillais dans un bureau d'assurance. Il y avait donc des hommes qui étaient clients, qui venaient. 25 ans, il y en a un, j'ai compris que je ne lui déplaisais pas et il me plaisait. Mais au moment de faire comprendre que vous me plaisez, j'ai été pétrifiée, paralysée. Il est parti, c'est bien. J'ai pas réfléchi beaucoup, pas attaché d'importance, mais ça a recommencé à 28 ans. Et là, j'ai dit, Madeleine, il faut que tu t'analyses. C'est pas normal, il y a quelque chose, pourquoi tu réagis comme ça? Alors j'ai réfléchi, et puis j'ai dit, oui, tu as peur qu'il te fasse des infidélités, et tu aurais du mal à les supporter. Si tu avais des enfants, eh bien, la question, la réponse serait bien difficile. Et j'ai réfléchi, et j'ai dit, dans ces cas-là, si on ne peut pas compter sur ses parents, sur qui peut-on donc compter? J'ai décidé, pas de mari, pas d'enfant. Et vous aviez 25 ans. Vous aviez 25 ans quand vous avez décidé ça? 28. 28. Oui. Une première fois, j'ai eu peur à 25 ans.
Oui. mais sans savoir pourquoi, j'ai pas cherché. Oui. Mais 3 ans après, j'ai dit non, pas 2 fois, il faut que je comprenne pourquoi. Et j'ai compris que c'était pour ça. Que l'exemple de mes parents, il faudrait que j'aie le courage, peut-être aussi, de supporter les infidélités d'un mari. Mais si j'ai des enfants, ça va être terrible. Ben non, je préfère... j'aurais aimé me marier, j'aurais aimé les enfants. Je les adore, ils m'adorent. Quand je rencontre, quand j'ai la chance de m'en occuper, je me suis occupée de très près. Parce que j'ai eu une demi-sœur. Maman est repartie de chez le père de ma demi-sœur pour aller, elle avait 12 ans. Son père est mort à 15 ans, c'est moi qui m'en suis occupée. J'ai eu de quoi, on a toujours de quoi s'occuper. Et je ne regrette pas parce que je parle avec des jeunes de 28 ans, de 30 ans, et qui ont leurs parents qui ont divorcé, ils sont de la génération actuelle. Et je leur demande, mais quel effet ça vous fait? Oh ben, on n'accorde aucune confiance à personne. Mais pourquoi cette histoire de penser que tout le monde, tous les hommes seraient infidèles? Tous les hommes ou toutes les femmes, hein, parce que c'est maman qui est partie. Mais comme je suis une femme, je pensais que... vous avez été terriblement blessée. Oui, très, très. Nous avons été... j'ai une sœur et une demi-sœur. Heureusement que j'étais là pour m'en occuper de la demi-sœur. Hein. Et qu'est-ce que vous vouliez dire alors finalement à Sandra? Parce que Sandra, l'histoire est différente puisque c'est pas une blessure, une blessure amoureuse, c'est plus le fruit d'une histoire. Qu'est-ce que vous voudriez dire à cette jeune femme là, de votre histoire? Elle est dans le même cas que moi. J'ai compris au début qu'elle a un peu peur, que c'est le divorce de ses parents, que c'est dans la même situation. Alors, ce que je veux lui dire, c'est qu'elle réfléchisse bien. Si elle est capable de supporter pas quand même de la maltraitance, j'aurais été battue, je sais pas, mais être une infidélité, c'est une sacrée gifle aussi, hein. Alors, si elle est capable de supporter ce que l'un ou l'autre de ses parents a supporté et pas l'autre. Oui, enfin, une infidélité... Enfin, c'est la première chose à laquelle on pense, hein, l'infidélité. Oui, mais en même temps, alors, si on pense à tout, en même temps, si parce qu'on se dit, l'autre va m'être infidèle, on se dit, dans ces cas-là, eh bien, je ne m'engage pas. C'est terrible parce que on passe à côté de la vie de couple. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir servi sur un plateau. Il y a des choses... Oui, mais parce finalement, on a peur. On a peur de vivre. Oui, c'est tout à fait. Peur de ne pas supporter... ça peut arriver. Bien sûr que quand on s'aime, quand on s'aime, on a envie et on veut y croire. Et je suis persuadée que même encore aujourd'hui, à notre époque, Madeleine, les gens qui se marient, ou même ceux qui ne se marient pas d'ailleurs. Non, ils ne se marient plus. Oui, mais même s'ils ne se marient plus, quand ils se disent qu'ils sont ensemble, ils ont envie d'être fidèles profondément et sincèrement, certainement, parce qu'ils s'aiment et puis que l'infidélité peut arriver. Et d'ailleurs, ne détruit pas forcément le couple, parce qu'on ne remet pas toujours tout en question pour une infidélité qui n'est parfois que le fait d'un désir pour une personne, pour un corps, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment incarné, pour une histoire qui n'a pas d'âme au fond, mais qui finalement c'est des choses qui font partie aussi de l'aventure, qui peuvent faire partie de l'aventure du couple. Et c'est vrai que de se dire non, je ne veux pas aller dans cette aventure parce qu'il y a des risques. Oui, dans toute aventure il y a des risques. Et le plus gros risque, c'est de ne rien vivre. Je pense.
De ne rien dire à qui? De ne rien vivre? Ah, de ne rien vivre? Non, moi j'ai une vie très très remplie. Oui, mais de ne maintenant. rien vivre, je pense après, en disant je ne veux pas souffrir. Vous voyez, c'était sur ce plan-là. Est-ce que je serais capable de souffrir, suffisamment capable, de façon à ne pas faire ce qu'a fait maman? Oui, mais on revient toujours à l'histoire familiale, et je pense bien sûr. Et je pense que c'est pour ça qu'il est important, et on en parlait moins à ce moment-là, à votre époque, Madeleine. Oui, bien sûr. mais ça fait le même effet. Ce que je constate, c'est que ça fait le même effet aux jeunes d'aujourd'hui. Et mais on est toujours... Un garçon de 28 ans, il y a quelques jours, que je ne connais pas, on a bavardé pour une raison bien précise, et lui me dit, oui, mes parents ont divorcé, alors vous comprenez, c'est pour ça que je suis très méfiant, je n'accorde ma confiance à personne. Et je lui dis, ah bon? Parce que moi je suis dans le même cas, et c'est vrai que ça m'a rendue très méfiante. Ouais. Cela dit, vous savez, il y a aussi des personnes qui, je le disais en préambule, dont les parents sont ensemble, ont formé un couple apparemment uni aux yeux de tout le monde, et qui se disputaient, ou un couple qui en fait se menait une guerre sourde, hostile, et ça laisse des séquelles. Hein. Donc, vous savez, bon, c'est pas bon, les choses sont pas catégoriques, jamais, mais ça montre à quel point on est toujours influencé par son histoire. Ah, oui. D'où l'intérêt, Sandra, d'en parler peut-être pour se détacher un petit peu. Merci beaucoup en tout cas, Madeleine, d'avoir témoigné. J'écoute tous les soirs votre émission. J'ai déjà téléphoné 2 fois. Je vous remercie. Je vous remercie. Je pense à tous les enfants divorcés. Je les plains beaucoup. Mais attention de pas forcément ne tombons pas dans le pessimisme, parce qu'il y a des enfants qui peuvent effectivement qui vivent des situations très douloureuses, parce que surtout quand je le dis, ils sont pris en otage par l'un des parents, mais il y a aussi des enfants de parents divorcés qui s'en sortent bien, qui vont bien, parce que leurs parents se sont séparés, mais finalement ont maintenu un lien vis-à-vis par rapport à leur enfant, une entente, et font en sorte que pour tout ce qui concerne l'enfant, ils arrivent à s'entendre, dépasser leur conflit personnel, et ont pu finalement se reconstruire, et l'enfant garde un lien affectif avec son père et sa mère. Mais j'ai gardé un lien affectif avec mes 2 parents. On a été confiés à mon père, hein. Mais j'ai conservé un lien avec maman. Je m'en suis occupée jusqu'à sa mort, de mon père également. Ils m'ont donné la vie tous les 2. J'ai toujours eu un sentiment, et je me suis toujours occupée d'eux quand ils en avaient besoin. Vous comprenez? Mais 10 ans après le divorce, maman m'a dit, je n'aurais jamais dû partir, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Vous savez, la foudre me serait tombée dessus, ça aurait fait le même effet. J'ai dit, mais c'est pas possible maintenant que tout est foutu, tout est... j'ai retrouvé... Mais c'est terrible. Quand au milieu de sa vie, j'ai retrouvé le courrier de famille. J'ai tout retrouvé, les lettres que mon père écrivait à sa fiancée, écrites en vers. Il lui écrivait en poème, il était instruit. Et j'ai retrouvé après la mort de maman, 2 ans après, elle est morte en maison de retraite. On m'a téléphoné, venez voir, on est en train de réparer la chambre où était votre maman. Mais oui. On a trouvé une boîte cachée derrière la cuvette des WC, derrière le... Et je suis allée, elle m'a donné un paquet assez important. Je l'ai défait chez moi, je l'ai défait pour arriver à une petite boîte d'allumettes.
Il y avait dedans sa médaille de mariage. On voit bien à quel point cette histoire qui était celle de vos parents, en fait, vous a profondément marqué et traumatisé. Hein. C'est bon, malheureusement. Et puis c'est vrai qu'à une époque où, en plus, le divorce était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui et certainement plus stigmatisant. Sandra, j'ai quelques SMS pour conclure, également pour vous. Il y a Petite Plume qui dit il y a en ce moment et surtout chez les jeunes un regain de conformisme, besoin d'être établi. Cathy qui dit si vous avez peur de perdre votre liberté, c'est que vous devez la garder, à mon avis. Et puis c'est Inès qui dit je pense qu'être attaché à sa liberté, ce n'est pas forcément être libre. Inès qui ajoute une infidélité, c'est pas le pire dans la vie. EBE dit tout rapport amoureux comporte son lot d'insatisfaction et de larmes. Et quand on aime, on ne peut s'épargner le risque de souffrir. Donc voilà quelques messages qui arrivent pour vous. Enfin, en tout cas, on voit bien à travers l'histoire de Madeleine qui, plus de presque tant d'années après, reste encore très marquée par le poids de cette infidélité qui concernait le couple de ses parents. À quel point il est important parfois de parler de l'histoire pour ne pas en être de ses parents, pour ne pas en être chargé soi-même. Merci en tout cas de votre confiance. Merci à vous. Au revoir. Et à tous les autres. Et merci à vous Madeleine, au revoir. Robert Francis, Junebug. Oui, Fifi il veut me faire dire Robert. Mais non, je sais maintenant que ça se dit Robert Francis. Il fait tout pour me piéger. Vous savez, pas gentil avec moi parfois. Allez, on accueille quelques petits mails. Aïnouchka que je voulais saluer. Elle dit mais je n'interviens pas, mais je vous écoute. Voilà, je vous envoie un petit mail et pour vous dire aussi que ma maman qui a 87 ans, qui était en vacances à la maison, a pu enfin vous voir sur le net et elle vous écoute toujours avec son petit poste sous son oreiller et écoutez je l'embrasse très fort. Alors Anouchka, je sais pas, j'ai pas son prénom mais j'espère qu'elle se reconnaîtra. Et puis je voulais envoyer également d'affectueuses pensées à Gabrielle qui est une fidèle auditrice qui communique beaucoup par mail et qui me dit que ça fait du bien d'être à l'écoute avec nous tous ce soir parce qu'elle traverse une période un peu difficile en ce moment. On va accueillir tout de suite Isabelle. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Isabelle. Ça fait de très nombreuses années que je vous écoute. Vous avez une voix douce et vous donnez vraiment de bons conseils. Donc en fait je vous appelle parce que je suis désemparée par rapport à l'histoire que je vis actuellement. Ça fait 1 an et demi que j'ai rencontré cette personne. Et en fait, quand on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre. On s'est pas quitté pendant 5 jours. Et puis par la suite, moi, parce que je venais en fait de la région parisienne et je suis arrivée dans la ville de Bordeaux. Et en fait, le souci, c'est que par la suite, je me suis aperçue que cette personne buvait énormément. Alors, moi, je pense que dans la vie, tout le monde peut avoir des soucis. Alors, je l'ai beaucoup aidé. J'ai compris qu'il était dépressif, qu'il avait vécu des choses très difficiles. Donc, je l'ai aidé du mieux que j'ai pu. Seulement, ça fait 1 an et demi et on en est toujours un petit peu au même point. Enfin, pas tout à fait quand même, parce que dans le sens où il a beaucoup évolué, il a arrêté de boire. Enfin, il boit plus que quelques bières. Avant, c'était quand même 2 bouteilles de vin par jour. J'ai vécu avec lui pendant 6 mois, mais à l'époque, je m'étais pris un appartement, donc heureusement. En fait, il m'a fait passer des nuits blanches parce qu'il parlait de son passé. Enfin bon, il était vraiment très, 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 très mal. Et ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, en fait, j'ai choisi de revenir dans mon appartement. Et puis, on se voyait très, très souvent.
Par la suite, j'ai recherché du travail, donc j'étais un petit peu moins disponible, mais c'est quelqu'un qui veut absolument qu'on soit 100% disponible pour lui. Et en fait, j'ai tout essayé parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il reste dans son lit. Il a 45 ans. Il reste dans son lit à dormir ou à faire des mots croisés ou à regarder la télé. Et dès qu'il faut sortir, c'est la croix à la bannière. Il laisse tout aller dans sa maison. Donc moi, j'ai essayé de tout reprendre en main. Je l'ai aidé. Mais le souci aussi, c'est qu'il a un fils de 15 ans. Et ce fils de 15 ans, au début, essayait d'aider son père. Mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de conflits. Enfin, bon, bref. Moi, je m'entends très bien avec ce garçon. Mais déjà... En fait, le problème, c'est que ce garçon sort tous les soirs. Son père n'arrive pas à le tenir, donc déjà, c'est un gros souci. Il veut plus aller à l'école, il veut plus être scolarisé. Donc ça, c'est un souci. Mais et la mère n'est pas présente ? La mère a l'air de s'en occuper un peu, mais le fils ne veut pas aller chez elle. Donc. Oui, mais peut-être parce qu'avec le père, il a une totale liberté. Oui. Mais enfin, qui n'est pas souhaitable. Enfin, qui n'est pas souhaitable autant parce que c'est pas de la liberté, c'est qu'il est libre à lui-même. Oui, c'est ça. Donc tout à fait. Donc déjà, il y a ce souci majeur parce que je m'inquiète beaucoup pour ce garçon. Et puis, dans un deuxième temps, mon histoire, en fait, cet homme, ça fait des années qu'il ne travaille pas. Sa mère lui paye son loyer. Enfin bon, là, ces derniers temps, elle a compris qu'il fallait essayer il fallait plus qu'elle le fasse parce qu'il faut qu'il se prenne en main. Enfin, je lui ai dit, tu as besoin de voir quelqu'un. Il en a convenu. Il y a beaucoup de choses. Enfin, effectivement, il y a une histoire familiale qui est très douloureuse. Donc, je lui ai dit, il faut que tu vois un psy. Je lui ai proposé de l'accompagner. Enfin bon, c'est vraiment très très difficile. On tourne en rond et le problème, c'est que il ne fait rien et il est toujours en train de dire mais je fais plein de choses. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir peur de plein de choses et je ne sais plus comment faire. Alors c'est pour ça que je vous appelle parce que j'ai besoin de conseils. Ben oui, mais le problème, Isabelle, c'est que vous ne pouvez pas prendre en charge ces problèmes de dépendance et derrière ce qui a sa souffrance. Hein. Vous pouvez pas la prendre en charge à sa place. C'est-à-dire que si lui ne décide pas à un moment de se prendre en charge, vous ne pourrez rien, hein, si ce n'est à un moment peut-être vous déprimer à votre tour. Oui, c'est très déprimant d'être avec quelqu'un qui finalement lui finalement il a en plus des choses pour tenir entre ce qu'il consomme comme alcool, comme il fume du cannabis, c'est ça. Donc finalement lui il se coupe un peu de la réalité, ce que vous ne faites pas. Ah bah non. Donc il a des choses qui le tranquillisent, qui l'apaisent que vous n'avez pas. Donc Donc déjà c'est dur, hein, vous tenez depuis 1 an et demi. Bon. Oui, enfin je suis d'un naturel optimiste et moi je me suis trouvé un travail, je suis dans mon appartement donc ça va. Mais ce qui me fait mal c'est cette souffrance de pouvoir rien faire. Mais non, en fait. Mais vous ne pouvez pas, Isabelle. C'est ce qui est terrible quand pour le compagnon, la compagne, le mari. Vous ne pouvez pas, non. C'est la première des choses, c'est d'admettre votre impuissance. Alors pourquoi c'est si angoissant pour vous d'admettre cela? Parce que à quoi ça renvoie? Je suis d'un naturel et j'essaye toujours d'apporter du bien autour de moi, de faire en sorte que les gens se trouvent bien. Je suis de métier cuisinière tardivement. C'est vrai que j'aime faire plaisir aux autres. Et oui. Dans la générosité. Voilà, tout à fait. Et en fait, ce qui me gêne, c'est d'être effectivement impuissante, de pouvoir rien faire pour cet homme. Oui. Et à la limite, même pour cet homme, pour nous deux, et puis pour son fils aussi. C'est dramatique ce qui se passe.
Écoutez, son fils, sa mère, à un moment quand même, va certainement s'apercevoir de la situation. Hein. Et elle s'aperçoit de la situation, mais le souci, c'est qu'elle parle à son fils, mais son fils veut pas l'entendre. Oui, mais à un moment, de toute façon, il a 15 ans, donc il peut pas, jusqu'à 16 ans, la scolarité est obligatoire. Hein, donc si à un moment il ne va plus en cours et tout, il va y avoir des rappels à l'ordre du... Et il y va plus en cours. Oui, justement, il va y avoir des rappels à l'ordre du lycée. Et là, il va y avoir des choses mises au clair, quitte à ce qu'il y ait certainement un internat, des choses comme ça. Donc il va y avoir quelque chose de mis en place. Vous pouvez pas, Isabelle, vous occuper de cet homme, de son fils. Il est évident que cet homme ne peut pas s'occuper de son fils puisqu'il n'arrive déjà pas à s'occuper de lui-même. Ben oui, bien sûr. Hein, donc bon. Alors évidemment le jeune homme là, ce jeune garçon, lui pour le moment il ne voit que les avantages de cette situation. Quand il est chez son père, il y a des moments où il est dans des états où il n'est plus conscient de il peut sortir certainement à n'importe quelle heure. Lui il voit qu'il a une liberté extraordinaire, mais ce qui en fait est très problématique parce qu'il est livré à lui-même. Or les adolescents ont besoin particulièrement à cette période de la vie, d'être quand même, d'avoir des adultes, des parents auprès d'eux qui sont là, qui tiennent la route, quoi, qui cadrent, qui structurent, Donc, écoutez, il y a quand même une mère derrière. Bon, donc vous pouvez pas être la mère de ce garçon et la mère de cet homme. Parce que c'est ça, il y a chez vous certainement une dimension très généreuse, très très maternelle à votre façon. Oui. Mais il a déjà sa propre mère quand même qui est là, qui s'occupe de lui, qui fait ce qu'elle peut, elle aussi. Oui, qui fait ce qu'elle peut. Mais ce monsieur devrait, si vous voulez, de toute façon, il le sait au fond, mais à un moment, il va falloir qu'il prenne en charge ses addictions. Et c'est-à-dire prendre en charge ses addictions, c'est consulter dans des services spécialisés, contacter des associations. Il m'a dit qu'il l'avait déjà fait il y a plusieurs années, mais que ça n'avait rien donné. Mais oui, mais ça, bien sûr, c'est possible, mais c'est vrai que ça n'a rien donné. Là aussi, tout est une question à un moment de motivation, et il se peut, c'est connu aussi, ça peut. Il y a parfois des rechutes. Il y a souvent même des rechutes, mais c'est de rechute en rechute, on finit par y arriver. Bon, simplement là, il est dans un déni. Quand il vous dit oui, je fais des choses, dans les faits, vous constatez que pour le moment, non. Donc, ce qui peut, à la limite, ce qui peut peut-être provoquer, parfois, c'est d'arriver à cet extrême, c'est de dire de toute façon, cette relation-là, vous pouvez lui dire que malgré l'amour que vous lui portez, le fait qu'il soit dans cet état-là, au fond de destruction vis-à-vis de lui-même, rend tout projet, toute projection dans l'avenir impossible, et que vous n'envisagez pas vous de vous détruire dans cette relation. Aussi, et que malgré l'amour que vous lui portez, vous n'allez pas rester. Alors il y a certaines personnes, parfois le fait d'être mis comme ça face à cette presque ultimatum de devoir perdre, c'est ce qui les pousse à certains dire je suis en train de tout perdre et je vais faire quelque chose. Je dis pas que il peut aussi continuer dans sa dérive, mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas sombrer avec lui. Ah non, mais moi c'est hors de question que je sombre avec lui. Quelques messages parce qu'on va arriver au journal, qui dit, Céline dit, vous n'êtes pas sa mère ni sa thérapeute, sauvez votre peau. Il y a aussi Marie qui dit, vous pouvez pas porter à bout de bras cet homme ni son fils, vous allez y laisser toute votre énergie.
Puis il y a même Céline qui dit il y a les services sociaux qui existent. Vous pouvez les prévenir si vous, par rapport à son fils, si vous le souhaitez, ou entrer en contact avec sa mère. Et vous n'êtes pas responsable des difficultés du père. Donc il faut vraiment lui dire à lui que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Mais il faut admettre la première chose, c'est votre impuissance. Je sais que c'est compliqué, Isabelle, mais tant que ça ne viendra pas de lui, vous ne pourrez rien faire. Bon courage. Deuxième heure de cette libre antenne. Vous êtes bien sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Je vous invite à appeler le 39 21 pour nous parler de vous, pour réagir à tout ce que vous entendez sur l'antenne. Vous pouvez également le faire par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21. Code nuit. Alors des réactions qui arrivent pour Isabelle qui nous parlait de sa relation compliquée, douloureuse avec un homme qui a de lourdes addictions et qui se sentait terriblement impuissante. Quelqu'un me dit par SMS, je vis la même chose, une histoire très forte avec un homme très intéressant mais alcoolique. Je suis devant une impuissance terrible qui me ramène à mon enfance face à la grave dépression de mon père où je devais tenir et le sauver. Je n'ai qu'une chose à vous dire, hein, vraiment, d'aller parler de tout ça parce que vous le dites, hein, ça vous renvoie à votre histoire d'enfant et vous êtes en train de retomber dans le même schéma et ce père que vous n'avez peut-être pas pu sauver, vous essayez de réparer avec cet homme, mais à chaque fois c'est une mission impossible parce que l'addiction c'est vraiment la personne elle-même qui doit être dans cette motivation pour se sortir de cette addiction. Alors bien sûr que l'entourage compte, mais l'entourage ne peut pas seul et surtout le conjoint parce que souvent le conjoint quand on y regarde d'un peu plus près au sein d'un couple qui tient comme ça pendant des années sort lui-même très déprimé. Il y a de cette histoire, hein. Il y a une codépendance qui s'installe. Donc on voit la personne qui est dans une dépendance à l'alcool, à une drogue, elle a son produit et puis on reçoit l'autre conjoint, on le voit, qui lui est souvent sous antidépresseur, hein. Donc attention à vous. Marie également dit mais qu'attendez-vous au juste de cet homme, quel avenir pour vous? Et puis Zazou dit vous avez déjà tellement fait pour cet homme, Isabelle, ne vous laissez pas détruire par une relation impossible. Valérie du Pas-de-Calais dit vous isole et vous le dites bien, pour le moment il ne fait aucun effort, il devrait demander de l'aide déjà auprès de son médecin traitant pour son bien, votre bien et le bien de son garçon. Est-ce qu'il vaut tous ces sacrifices de votre part? Réfléchissez. Un message qui nous dit j'ai eu ma soutenance de mémoire aujourd'hui. J'ai eu 14, donc mention bien. Je suis très contente. Merci de m'avoir soutenue sans le savoir. Écoutez, bravo à vous avant toute chose. Qui nous félicitations. Comme quoi, on peut comme ça bien réussir dans ses études tout en écoutant Europe 1 et l'émission. Et puis, tiens, une nouvelle auditrice que je salue, Garance, qui dit j'écoute l'émission depuis peu et je voulais faire une dédicace spéciale à cette personne nommée le subversif qui distille à bon escient de précieux conseils avec toujours beaucoup d'esprit.
Et oui, encore une fan du subversif. Allez, on va passer un petit peu de musique et puis nous accueillerons ensuite Niki. Bonsoir Niki. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de pouvoir exprimer ce que je ressens ce soir, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'essayer de vous joindre, mais c'est extrêmement difficile. Et pourtant... pas toujours. Pas toujours, mais pour moi, j'ai essayé d'intervenir peut-être... Vous êtes pas loin de 400 000 oui, je sais bien. Et je vous en remercie. Mais c'est absolument pas un reproche. Je suis ravie. Je suis même plus que ravie de pouvoir exprimer ce que je ressens après avoir entendu le premier témoignage de Sandra oui. Qui se pose des questions sur cette liberté qu'elle apprécie et sur le fait que, à la limite, elle ne trouve pas ça normal. Mais je dis, mais Sandra, halte au feu. C'est une fille qui aime sa liberté et qui ne doit surtout pas subir la pression de la société qui, même encore maintenant, veut que l'on vive avec un homme, qu'on l'épouse, ou qu'on l'on vive avec une femme et qu'on fasse des enfants quand on est avec un homme et une femme, ou même deux femmes sous une autre forme. Mm-hmm. Mais je me rends compte que moi j'ai quitté un foyer où j'ai vu un couple infernal qui m'a complètement déstructuré, démoli, et je m'étais juré de ne jamais vivre la vie de ma mère. Je l'avais même j'avais inscrit sur un arbre, tu ne seras jamais comme ta mère. Et c'est vrai que je n'ai jamais été comme ma mère, qui vit toujours, et qui a toujours été une femme soumise, avec un mari alcoolique, tueur potentiel, qui nous a mis, mes deux frères et moi, dans une angoisse épouvantable, et dont je subis encore les conséquences aujourd'hui. Donc j'ai quitté le foyer familial, parce que j'avais rencontré un homme qui me semblait mieux que les autres. Je ne sais pas si j'avais vraiment des sentiments d'amour pour lui. Intellectuellement, oui. Physiquement, non. Je n'avais pas d'envie sexuelle pour lui, mais la pression a fait que il m'a demandé de l'épouser. Bon, j'avais déjà 24 ans. Vous savez, à l'époque, 25 ans, on coiffait Sainte-Catherine, on était un peu la risée de la société. Donc, je l'ai épousé, mais je vous avouerai que devant le maire, j'ai failli dire non. Mais comme il y avait tout ce monde, toute cette pression familiale, qu'elle soit de mon côté ou du côté de mon ex-mari, plus la société en général, j'ai dit oui, mais intérieurement, j'ai dit, Niki, tu fais une connerie. Et c'est vrai, j'ai fait une connerie, puisque j'ai vécu avec cet homme pendant 8 ans une galère pas possible, alors qu'il était BCBG à l'extérieur, mais au niveau du couple, c'était vraiment une horreur, dans tous les sens du terme. Et au bout de 8 ans, j'ai réussi à le quitter, et plus jamais je n'ai voulu vivre avec un homme. Et j'ai compris que j'avais le droit de choisir, que je me fichais de la société, du qu'en dira-t-on. Parce que quand j'ai divorcé, j'ai été traitée de pute. Par qui ? Par la société. Par oui, mon c'est vaste, environnement. par votre environnement familial, amical ? Familial, amical, social. Puisque j'avais quand même une profession où j'avais des contacts avec beaucoup de personnes, eh bien j'étais une pestiférée parce que j'avais osé divorcer. Et j'étais une victime, mais au niveau de la société, j'étais la putain, quoi, tout simplement, hein, qui quittait son mari, qui à l'extérieur paraissait si bien, vous comprenez ? Et qui... forcément, moi, à l'époque, je ne disais rien. Je gardais tout pour moi, mais j'étais battue régulièrement tous les 3 jours. Hein, et comment
je me vengeais, mais il était beaucoup plus fort que moi et il m'a arraché des poignées de cheveux, il m'a jeté par la fenêtre, il a essayé de m'étouffer sous un matelas. Enfin, des choses que je n'oublierai pas, mais que j'essaye d'oublier, parce que plus jamais un homme ne m'a fait ce que m'a fait mon ex-mari. Finalement, ce couple infernal dont vous parliez, là, celui de vos parents, vous l'avez revécu, vous, lorsque vous étiez en couple. Alors que pendant 2 ans et demi. Voilà, la répétition, parfois, comme elle se fait malgré nous. Ah oui, et pendant les fiançailles, je n'ai jamais eu affaire à un homme violent. Donc, si vous voulez, je pensais sortir de cette terrible de famille. Qui m'a démoli, mais qui a aussi démoli mes frères. Nous sommes 3, et je pense que c'est moi qui ai pris le plus, peut-être parce que j'étais l'aînée de très peu, puisque ma mère nous a eu en 3 ans, en 3 années et demie de temps. Donc, si vous voulez, il y a très peu de différence entre nous. Mais mes frères ont été très marqués aussi, mais beaucoup moins que moi. Et donc, après avoir divorcé donc de ce mari, je me suis dit, plus jamais, un homme ne viendra chez moi. Ce qui ne veut pas dire que j'ai vécu comme une nonne de l'âge de 32 ans, l'âge auquel j'ai divorcé, depuis 10 ans, j'ai tiré un trait définitivement sur les hommes. Mais plus jamais un homme, c'est-à-dire plus jamais de relation amoureuse, affective non, je n'en veux avec plus. un homme. J'ai eu encore des propositions, et pourtant j'ai 68 ans. Mais bon, je pense que je suis bien conservée. Il y a de beaux restes. Moi, mais je ne suis plus du tout dans la séduction par rapport aux hommes. Je suis dans la séduction par rapport à moi-même. C'est-à-dire que on va dire que je suis caractérisée comme quelqu'un de marginal, parce que je suis habillée tout à fait différemment de la moyenne, on va dire. C'est-à-dire, quel est votre style à vous? Oui, votre style. J'ai un look d'extravagante. Chapeau, habillement tout à fait différent de la mode, où je suis en avance, où je suis vintage, ça dépend comment on voit les choses. Oui. Et puis j'ai une imagination délirante sur la façon dont je m'habille, la façon dont je pense, la façon dont je vois la vie, les choses. Et en ce qui concerne justement cette fille, parce que après tout c'est de cette fille dont je veux parler, et de Madeleine aussi, avec laquelle je ne suis pas non plus d'accord, bien qu'elle ait des réactions que je comprends. Et je ne suis pas d'accord avec vous, Caroline, parce que vous m'avez donné l'impression de dire à cette fille qu'elle aille consulter pour savoir qui elle est, en fait. C'est ce que j'ai compris. Vous allez me dire si j'ai bien interprété vos paroles. Oui. Et ensuite, j'ai trouvé que vous ne lui laissiez pas la possibilité de lui dire, eh bien, Sandra, vivez comme vous le sentez, restez célibataire. Vous n'avez pas besoin d'un homme, vous ne voulez pas d'enfant, c'est votre droit. Vivez comme vous le voulez, et si un jour vous changez d'avis, c'est vous, de vous-même, c'est vous qui allez changer d'avis. Mais surtout, ne subissez pas la pression de la société, des médias, des journaux, de tout ce que vous voyez de votre environnement proche ou lointain. Je vais même extrapoler, c'est-à-dire de voir ce qui se passe dans le monde, où le mariage c'est considéré comme une obligation quelque part. Mais non, je suis désolée, non. Vous avez bien fait d'appeler, Niki, si effectivement mes propos ont pu être interprétés de cette façon-là, parce que c'était pas. C'était pas votre. Non, c'était pas le sens de mes propos. C'est-à-dire quand j'ai dit que ça pouvait être intéressant qu'elle en parle, c'était parce que je sentais
chez elle qui avait certaines peurs, tout en relevant effectivement que dès le départ, Sandra me disait qu'elle appréciait beaucoup son état de célibataire. Et en même temps, tout de suite, bon, elle a enchaîné un peu sur son histoire d'enfant, son histoire familiale. Mais il y a toute une bon, et le fait même qu'elle appelle pour en parler. Maintenant, après, il n'était pas dans mon intention de lui dire ce qui devait être et de dire que elle devait, enfin, qu'il y avait en tant que psy entrer dans un moule et qu'une femme devait être ou un homme d'ailleurs marié, mais plus particulièrement, c'est vrai, ça s'applique souvent aux femmes en couple ou mariées, encore moins mariées, parce qu'après tout, on n'a pas dit d'ailleurs marié, c'était être en couple ou avoir des enfants, de vivre avec un homme. Voilà, mais je disais que pour pouvoir choisir, souvent, être vraiment libre de ses choix, parce c'est important de se connaître, parce que on croit être libre et on découvre souvent, mais ça c'est aussi... C'est une affaire personnelle. C'est par expérience personnelle, d'ailleurs, même votre histoire. Vous dites, au fond, vous avez été, on est tous construits en fonction de notre histoire, de notre inconscient familial, de notre inconscient personnel, et de la pression, je ne l'oublie pas, de la pression de la société qui s'exerce particulièrement, je vous rejoins, ça c'est vrai aussi, à l'endroit des femmes. Voilà, donc je pense... par rapport à ça, puisque Sandra s'interrogeait, peut-être lui permettre d'être plus au clair, sachant que s'il y a bien un lieu où elle ne subira pas cette pression, où elle pourra parler librement, c'est avec un thérapeute. Et je disais pas forcément de se lancer dans une thérapie, mais de pouvoir... poser cela dans un cadre, parce que là, il n'y a pas de normes, on n'est pas dans un cadre normatif, dans le cadre d'une thérapie analytique, où on n'est pas dans le cadre du côté ce qui est bien par rapport à la société actuelle dans laquelle on vit. C'était plus dans ce sens-là. Mais là où je vous rejoins, où je suis d'accord avec vous, Niki, c'est qu'à l'endroit des femmes s'exerce beaucoup de pression, et notamment par rapport aux enfants. C'est-à-dire que c'est souvent des questions que l'on pose à l'égard d'une femme, à une femme, si elle a des enfants. Et souvent, effectivement, quand une femme répond qu'elle n'a pas d'enfants, il y a un peu une moue dubitative de dire pourquoi. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont souvent très indiscrets en posant ce type de questions. Au fond. On va lui poser la question, mais vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est très intime. Qu'on va lui poser. C'est très intime comme question. Alors que elle a tout à fait le droit de ne pas en vouloir. Tout à fait. Je considère que mon ventre m'appartient. Ah, ça c'est le slogan malheureusement, des féministes. C'est même plus complexe que ça. J'ai subi, comment dirais-je, une grossesse dont je ne voulais absolument pas. Non pas que je ne voulais pas d'enfant, je voulais désirer un enfant. Et on m'a volé mon ventre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la pilule. Et on a refusé l'avortement. Vous comprenez ? Donc, ça m'a marqué terriblement, parce que je me suis sentie, je ne peux pas dire autrement que ce que je viens de vous dire, on a volé mon ventre. Et j'ai eu une très mauvaise grossesse, un très mauvais accouchement, parce que j'ai pas fait un déni de grossesse. Vous saviez que vous étiez enceinte. Je pourrais vous dire l'heure, le jour de la conception. Mais vous ne vous sentiez pas prête à accueillir cette Pas du tout, parce que déjà, enfant. avec mon ex-mari, c'était très violent et je voulais le quitter. Et donc, je me suis retrouvée enceinte et coincée. Et donc, j'ai eu une fille. Je vous avoue qu'au départ, je n'éprouvais pas de sentiments. Et les sentiments sont venus progressivement. Et quand j'ai divorcé, par contre, les sentiments pour ma fille se sont démultipliés, mais d'une façon, je vais dire, presque anormale. Mais j'étais là seule pour l'élever, l'éduquer, lui donner une situation, travailler, m'occuper de tout ce qui fait une vie de femme toute seule,
sans aide familiale, ni du côté de ses grands-parents paternels, ni de mon côté. Je n'ai eu aucun appui. J'ai dû me débrouiller toute seule pour tout, hein, et ça a été très lourd. J'ai même travaillé en plus de mon travail, pour avoir un peu plus d'argent, parce que j'ai eu des problèmes. J'ai d'abord refusé la pension alimentaire, et puis après, je me suis dit, c'est ridicule, parce que mon ex-mari avait une situation intéressante sur le plan financier, et gagnait beaucoup plus d'argent que moi, et j'ai donc remis une procédure en route, et donc j'ai obtenu une pension alimentaire pour ma fille. Mais si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passée, parce que je voulais tout assumer toute seule. J'étais quelqu'un, je suis foncièrement quelqu'un, je pense que je suis née comme ça, mais mon environnement a accentué le désir je de comprends liberté. bien. Je comprends bien. Non, mais ça, je comprends complètement. Et c'est vrai que c'est parfois, non, mais on voit aussi, c'est parfois désolant, où on voit un petit peu des jeunes femmes qui ont beaucoup de qualités, de qualité humaine, personnelle, professionnelle, et qui subitement à un certain âge sont comme terrassées par une angoisse, et on a l'impression qu'elles cherchent le mari. C'est même pas, je dis vraiment, c'est pas tant l'amour, hein, un amour vif, c'est-à-dire c'est un mari. Un mari. Hein, et ça et à l'époque actuelle encore, c'est-à-dire que là il y a cette pression. Je suis d'accord avec vous, une pression sociale de tout d'un coup de bon voilà, il faut trouver un mari. Voilà. Et on se demande parfois, il y a un peu un retour, un peu. Non, moi je dis on peut très bien. Moi je suis très heureuse de vivre seule. Je n'ai aucune contrainte. Je fais ce que je veux. Je dispose de mon argent comme je le veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. Et croyez-moi, c'est vachement important. Oui, mais en même temps, il y a quelque chose qui, c'est. Je dis, il y a souvent derrière des événements douloureux que l'on a pu vivre, par moment où après on refuse, on ferme quelque chose, voilà. Et c'est toujours après on peut dire finalement, bien sûr qu'il y a des tas de bénéfices et tout, mais c'est vrai qu'on ferme une porte. Après c'est un choix. Ah non, moi j'ai pas l'impression de. Ouais. J'ai fermé la porte, mais je suis très contente de l'avoir fermée. Je ne regrette. Ça fait 10 ans que j'ai vraiment fermé la porte, et croyez-moi, pas un jour, pas une minute, je n'ai regretté mon choix. Bon. Mais écoutez, en tout cas, il y a Aline qui dit excellent ce témoignage, bravo à cette dame d'oser parler, quelle lucidité, je partage son point de vue. Il y a Cathy qui dit ok avec cette dame, lorsqu'on se pose autant de questions, c'est qu'on n'aime pas, l'amour demande de l'élan. Bon, chacun entend comme il entend. Sûr. Moi, j'ai pas entendu ça dans. Et puis il y a quelqu'un qui dit merci madame, merci à Sandra que je n'ai pas entendu. J'ai 38 ans, je revendique aussi la liberté, et c'est très stigmatisé. Coco dit c'est vrai, à mon âge, n'ayant pas d'enfant, on m'a déjà considéré comme anormal, et ça vous renvoie le moule social en pleine figure. Oui, c'est douloureux. Tout à fait. Eh bien, merci d'avoir pu comme ça vous exprimer à l'antenne. Parce que vraiment, j'avais. Vous aviez envie de le dire, de l'exprimer. Dès le départ, c'est fait pour ça aussi, cette émission. Hein, quand vous entendez un témoignage qui vous donne envie de réagir, que vous n'êtes pas d'accord. Vous savez, je vous écoute depuis toujours, hein, que ce soit vous ou Caroline, l'autre Caroline Veil, ou Sophie. Sophie Peters, oui. Oui, et pour moi, le week-end me semble long parce que je ne vous entends pas. Vous voyez, et tout s'arrête à 23h03, hein, après les infos. Ah ben non, il y a Thierry Lecamp, il y a la musique qui est là. Non. Pour moi, vos émissions m'apportent sur tous les plans, m'apportent énormément de choses, positives ou négatives, mais elles m'apportent énormément de choses, et pour rien au monde, je me passerai de cette émission.
Voilà. Écoutez, on en est ravis. Surtout, ne vous en passez pas, Niki, et continuez à participer alors, comme vous le faites. Si vous me le permettez. Mais comment je vous le permets? Attendez, je vous le dis souvent. Avec plaisir, mais sans vous, il n'y a pas d'émission. Donc, on espère bien que vous continuerez à appeler. Et je vous assure, c'est pas si difficile que ça d'appeler d'obtenir le 3921. À bientôt alors. Je suis peut-être tombée trop tardivement, peut-être. Oui, mais je le dis souvent. À 22h30, le standard, il ouvre à 22h30 et je vous assure, là, c'est un boulevard. Oui, c'est un boulevard vraiment. Ah, c'est un boulevard. Oui, mais je suis pas certaine que j'aurais envie d'intervenir ce jour-là, vous comprenez? Eh ben oui, on a envie de réagir à un témoignage. Là, j'ai réagi, ça a été mais on y arrive, je vous assure. En tout cas, merci. Je vous dis à bientôt. Au revoir, Niki. Au revoir, Caroline. Au revoir. Un petit SMS d'Emmanuel aussi du 49 qui me dit à moi aussi tout à fait d'accord, et c'est un homme tout à fait d'accord avec Niki. Et puis un petit message pour le subversif de quelqu'un qui me dit c'est vrai que le subversif il est vraiment génial, hein. Mais comment arrive-t-il, c'est vrai, il est génial, comment arrive-t-il à rentrer la totalité de ces SMS? Et oui. Alors, moi aussi, je me demande parfois, parce que on dit que c'est limité à 160 caractères, les SMS. Et puis alors, il y en a, je vois certains vous rentrer 6 mots, j'ai pas la fin du message. Et puis d'autres, je les ai sur 5 lignes. Alors, je comprends pas bien comment vous faites. Bon, c'est un mystère. Mon fifi, on n'y comprend rien de nous, hein. Bon, je sais pas, c'est comme ça. En tout cas, Subversif répond à Garance, qui est une nouvelle auditrice. Il dit voilà, une Garance de qualité. Malheureusement, j'ai peur de ne pouvoir intercéder en votre faveur auprès de Sa Majesté. Georges, un roi est un roi. Oui, il n'est pas à l'écoute. En plus, il est très occupé par les affaires du royaume. Oui, ma chère Garance, vous ne connaissez pas encore bien l'émission, mais nous avons un roi dans cette émission qui veille sur nous, pauvres et fidèles sujets. Donc, vous faites partie maintenant un peu des sujets de Sa Majesté, hein, Georges Ier. Mais je vous ferai une petite lettre d'introduction, ne vous inquiétez pas. Et puis, Nejoud, veille jalousement sur le subversif. Elle dit, puisqu'il se laisse abondamment admirer alors qu'il y a un an, il m'a donné un baiser à l'antenne, je l'accuse ouvertement et publiquement d'inconstance. Ah, vous savez, quand il y a un roi, il y a toute une cour, voilà, avec des trahisons, oui, c'est ça aussi. Petite plume me répond, elle me dit, pour les SMS, ça dépend des téléphones. Oui, il y en a, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez peut-être un téléphone pourri, et puis vous pouvez pas envoyer des SMS, c'est ça, il faut changer vos téléphones. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va accueillir maintenant Nathalie. Bonsoir Nathalie. Nathalie, êtes-vous là? Non. On n'a pas Nathalie, alors on a peut-être Stéphanie. Nathalie, je refais un essai. Non. Stéphanie? Oui. Stéphanie, vous êtes là? Oui. Bonsoir Stéphanie. Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir retenu mon témoignage. Mais je vous en prie. Et puis, moi, ma situation est complètement différente des témoignages que j'ai écoutés jusqu'à présent, en fait, parce que j'ai donc 57 ans, j'ai un fils de 26 ans qui a été diagnostiqué il y a 3 ans comme bipolaire, et puis l'année dernière, en juillet 2009, comme borderline, trouble de la personnalité limite. Et j'ai un mari qui vient d'avoir un cancer de la vessie, là. Et donc c'est très 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 difficile pour moi de gérer cette situation. Oui, je comprends, oui. Parce qu'à l'inverse des autres personnes là, que je viens d'écouter, moi j'ai un mari qui est vraiment formidable. Ça fait plus de 20 ans qu'on est mariés, et voilà, c'est vraiment quelque chose de très 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 dur à admettre. Ce cancer a été diagnostiqué là récemment? Il a été diagnostiqué en
En avril dernier, oui. D'accord. Donc il est en traitement là. Tout à fait. Et en fait, il a subi donc une grosse intervention de la vessie. Ils lui ont tout enlevé, donc il a une poche, ce qui est déjà très, pour quelqu'un qui a 54 ans, c'est très lourd à digérer, hein. Et puis il pensait que qu'il avait tout enlevé. On nous avait déjà prévenu que c'était assez grave. Et puis là, le cancer, effectivement, est en train de repartir ailleurs. Donc, c'est pas très rassurant, c'est plutôt inquiétant. Parce qu'il n'avait pas fait de chimio, de radiothérapie, il s'était contenté de... Il avait fait de la chimiothérapie avant, mais comme l'opération était assez urgente, la chimiothérapie n'a pas été suffisante. Et donc, comme la maladie évoluait, il pensait faire que de la chimiothérapie préventive. Mais avec l'évolution du cancer, ils font de la chimiothérapie plus intensive, quoi. Et à côté de ça, j'ai un fils de 26 ans qui a ses troubles de la personnalité. Et ça aussi, j'ai qu'un fils en plus. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'admettre parce que c'est quelqu'un qui a réussi ses études. C'est loin d'être quelqu'un d'idiot. Hein, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis on le voit pas du tout. J'ai jamais eu de soucis avec mon fils jusqu'à l'adolescence. C'était un enfant. J'ai jamais eu de problème avec lui au niveau scolarité, au niveau comportement. Il était plutôt toujours à l'écart, assez réservé. Mais c'était quelqu'un qui était très influençable. Et puis tout s'est déclenché en fait lors d'un déménagement. Quand on l'a déraciné à l'âge de 13 ans et demi. Comme mon mari était dans l'armée de l'air, donc on était appelés à bouger. Et mon fils a déménagé avec nous à l'âge de 13 ans et demi. Et là, il a jamais accepté ce déménagement, en fait. Au bout d'un an de changement de région, il nous disait je veux repartir où j'étais avant, je veux retrouver mes copains. Je me sens pas bien, je comprends que vous êtes là pour le travail de papa, mais moi je veux absolument retourner. J'avais même des amis sur Dijon, il voulait aller chez ses amis, me mettre en internat, mais surtout pas rester où nous étions. Et tout s'est déclenché à partir de là. La première année de scolarité, la 4e a été très très bonne. Ils étaient toujours dans les 3 premiers de la classe, comme tout le temps. Et en 3e, ça a été la descente aux enfers. Les notes ont chuté. De 14 de moyenne, 15 de moyenne, il est passé à 9, 8 de moyenne. Il était plus motivé. Les professeurs téléphonaient à la maison pour demander si on n'avait pas des problèmes de couple ou si on n'avait pas perdu quelqu'un dans la famille. Tellement il avait changé de personnalité, il était plus en début de classe, il s'éloignait, il participait plus aux cours, enfin, il le reconnaissait plus du tout. Oui, mais ça se déclenche, il peut y avoir comme ça, souvent au moment de l'adolescence, des symptômes qui apparaissent à ce moment-là. Hein. Et comme mon mari était parti en étame de 3 mois, donc j'étais toute seule avec lui, et là ça a été la catastrophe parce qu'il commençait à me prendre de l'argent pour aller acheter du cannabis, parce qu'il s'est retrouvé dans une classe très perturbatrice et il s'est laissé beaucoup entraîner et en fait il a commencé là à fumer du cannabis et puis à fumer tout court. Et après ça c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à redéménager 2 ans après pour revenir en fait à l'endroit où il avait connu tous ses copains. Nous étions restés 10 ans. D'accord, et là... Avant de déménager, il était... ça lui a fait du bien de revoir ses anciens copains ? Oui, je pense, mais nous y sommes restés que 2 ans, parce que on est revenu dans notre, si vous voulez, dans notre région d'origine, mon mari et moi, pour acheter un pavillon.
et on l'a redéraciné de nouveau. Oui, mais vous savez Stéphanie, c'est pas, ça n'explique pas hein, tout ça. Voilà. Les troubles dont il souffre. Il y a quand même plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte hein, dans cette problématique-là. Des facteurs qui peuvent être aussi d'origine génétique, enfin il y a des là récemment on a diagnostiqué des troubles de bipolarité parce que vous me dites borderline, état limite, c'est-à-dire on ne savait pas très bien et là on parle de bipolarité. Non, c'était avant qu'on parlait de bipolarité. Et puis maintenant, on parle plutôt de troubles de personnalité état limite. Mais j'ai été très très proche de lui. Non, mais parce que je sens bien que vous cherchez à, c'est normal à comprendre, essayer de. Oui, tous les parents se demandent dans ces cas-là et culpabilisent et se disent qu'est-ce qu'on a pu faire ou ne pas faire ou mal faire. Surtout mais vous savez, jamais eu de soucis jusqu'à l'adolescence. C'était un gamin. Oui, mais c'est vraiment... souvent, vous savez, Stéphanie, c'est souvent au moment de l'adolescence que se déclenche ce genre enfin que les choses émergent hein, quand il y a et bon il y a aussi si vous voulez c'est un ensemble de facteurs intrinsèques, extrinsèques qui se mêlent et où parfois ce n'est pas de la seule responsabilité, enfin ce n'est jamais en tout cas c'est pas parfois de la seule responsabilité bien évidemment des parents. Il y a aussi tout ce que l'enfant vit en dehors. Alors on a beaucoup parlé là de l'histoire familiale mais c'était par rapport à la construction d'un couple. Alors on est imprégné de ça mais par rapport aux troubles psychiques ou psychiatriques ou c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais en fait, voilà, ma question, c'est surtout, du fait que mon mari est malade, là, et je sais pas exactement où on va, j'espère qu'il va s'en sortir, hein, mais j'ai peur, j'ai énormément peur. J'avais déjà passé l'année dernière une très mauvaise année à cause de ça, parce que j'acceptais pas du tout que mon fils ait ça. J'ai été très longtemps déprimée, je me levais plus, enfin... Et bon, moi j'avais la chance d'avoir un mari qui s'occupait beaucoup de moi. Oui. Et puis il m'a toujours apporté, apporté une certaine sécurité. Et là je suis perdue parce qu'en fait j'ai peur de me retrouver toute seule avec ce fils qui a 26 ans. Et qui est très proche de moi et puis en même temps qui a des réactions donc il peut être très gentil et il peut être également agressif. Il m'a jamais tapé dessus, il a jamais été violent hein. Mais quand même dans ses paroles verbalement et puis avec ce cannabis qu'il prend régulièrement parce que il prend ça pour se soulager. Il a essayé de prendre des traitements, mais ça n'a jamais marché parce qu'il les prenait 8 jours quand il sortait d'hospitalisation et puis après il laissait tout tomber. Et puis il avait accepté dernièrement, pendant 1 an, là, il a pris une piqûre de Risperdal. Et pas de nom de traitement, pas de nom de médicament. Non. Et puis en fait, avec cette piqûre, il allait beaucoup mieux, il était beaucoup plus calme, plus à l'écoute. Mais il avait énormément pris de poids. Il a pris 27 kilos en 1 an. Et donc, c'est pas parce que c'est mon fils, mais c'est vraiment un beau garçon. Et là, avec ce poids, il ne l'acceptait plus. Et il a tout arrêté il y a 1 mois. Et il a dit, plus jamais je ne prendrai de traitement, je n'ai plus besoin de ça. Maintenant, parce qu'il s'était replié sur lui-même aussi pendant 3 ans. Il avait laissé un petit peu ses copains à cause de moi, parce qu'on était rentré dans un des conflits, c'était devenu infernal. J'arrivais plus à supporter ses copains, je voulais qu'il laisse tout tomber, et comme il y avait toujours la vie à la maison, il a préféré tout laisser tomber. Et il s'est replié sur lui-même. Il a fumé son cannabis tout seul. Oui, mais là, il va falloir parce que là, s'il replonge, pas de traitement, il en est où là aujourd'hui? Parce que s'il n'a pas de traitement, qu'il se remet à fumer du cannabis, ça va pas du tout. Qui continue toujours à fumer son cannabis. Oui, mais là, il va falloir. Il a retrouvé ses copains. Non, mais les copains vont pas suffire. Là, je suis désolée, mais ne t'en fais pas pour moi. J'ai mes copains, ça ira mieux. Non. C'est important qu'il ait un environnement amical et évidemment, ça c'est important. Et les copains fument du cannabis, bien entendu. Oui. Bon,
Mais qu'il ait un environnement amical, c'est important. Mais compte tenu des troubles qu'il a, de la personnalité, s'il est borderline est à limite, il peut, ce qu'on appelle dans notre jargon, décompenser, c'est-à-dire basculer vraiment encore plus, s'enfoncer un petit peu plus dans la pathologie, parce que le cannabis, enfin je sais pas combien il en consomme, mais combien il en fume, mais n'est vraiment pas, de toute façon n'est pas inoffensif. Et chez les personnes qui ont des troubles de la personnalité, c'est plus que problématique. Oui, donc là, il va vraiment falloir, comment dire, je sais que c'est compliqué, mais il faut vraiment, ça va être compliqué, mais il faut qu'il reprenne un traitement, parce qu'il va s'enfoncer. Oui, mais je ne peux pas lui faire entendre. Il veut ni traitement et il a dit que c'était pas un drogué parce que la dernière psy qu'on a vue nous m'a dit ça n'est pas mon cheval de bataille, le cannabis. Votre fils n'est pas un drogué. Il prend ça uniquement pour se soulager. Et j'ai vu pas mal de psys, tous m'ont dit la même chose. Mais alors, bien sûr, pour se soulager d'une angoisse. Mais enfin, le problème, c'est alors, il a dit, c'est pas plus une saloperie, excusez-moi d'expression, que de prendre des médicaments qui me rendent comme une loque, qui m'empêchent, qui me font dormir. Mais bon, là, il est sans travail de nouveau. Ça fait depuis l'âge de 20 ans, 21 ans. Il vit où, là, actuellement? Eh ben, alors, en plus, il est chez nous. Depuis que son père est malade, il est chez nous, à savoir qu'il a un appartement à 30, même pas 20 km de chez nous, donc c'est pas loin. Mais il n'accepte pas d'aller chez lui. Il a dit, je suis chez moi ici, et vous ne me ferez pas aller chez moi. Je suis chez vous, c'est chez moi. Oui, mais c'est pas possible. Et mon mari lui a dit, tu vas chez toi, je suis fatiguée. Non, puis en plus, oui, votre mari, là, il va avoir besoin de repos, de calme. Je voulais vous appeler. Je n'arrive pas à lui faire entendre ça. Il a dit non. Je resterai là. Non, mais ça va pas. Oui, est-ce que la psy... Je ne peux rien faire. Non, mais attendez. Est-ce que la psy qui le suit, là, qui le suivait, la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était quand, à peu près? C'était il y a un mois. Il devait y retourner. Oui, bon, c'est récent, donc d'accord. Je pensais qu'il avait Non, attendez. Je pensais qu'il avait décroché depuis beaucoup plus longtemps. S'il y a un mois, ça va. C'est pas... Non, mais moi, je pensais qu'il avait décroché depuis plus d'un an. D'accord. Bon, alors, c'est déjà beaucoup plus rassurant. Un mois, c'est pas énorme. Bon, elle peut, à ce moment-là, vous l'avez appelé, déjà. Oui, mais elle m'a dit qu'il ne fallait plus du tout que je me mêle de ses affaires, qu'il fallait que je le laisse. Non. Parce que la dernière fois, nous sommes allés tous les deux la voir. Mon fils était consentant pour que je l'accompagne. Et cette dame m'a dit, il lui a dit que j'étais trop mère poule, que j'étais toujours derrière lui. C'est vrai, j'avais des rapports très fusionnels avec lui parce que mon mari est en partie souvent pour son travail. Je l'ai pas élevé toute seule, c'est pas ça, mais j'étais quand même très proche de mon fils en n'ayant qu'un fils. Et je pense que j'étais toujours dans la peur aussi. J'ai voulu un petit peu l'idéaliser et comme il travaillait bien en classe, j'ai voulu toujours le mettre sur un piédestal. Et ça, il me l'a toujours reproché. Il m'a dit, je te donne une image de moi que t'aurais, je suis pas l'enfant que tu aurais désiré. Et qu'est-ce que vous conseille alors cette thérapeute, donc de le lâcher un petit peu, de lui lâcher la grappe, de ne plus m'en occuper, de ne plus téléphoner pour l'excuser quand il va pas au rendez-vous. Mais ça c'est normal, bien sûr. C'est pas à vous de vous excuser pour votre fils, c'est quand même la moindre des choses. Ah oui, mais vous vous rendez compte, c'est plus un petit enfant, il a 26 ans. Voilà. Oui, mais en effet. Et si vous voulez, ce qui m'a fait un petit peu prendre conscience de tout ça, c'est lors de sa dernière hospitalisation avec sa psy. Elle m'a fait un petit peu une thérapie à moi aussi. Et puis, depuis que mon mari a cette maladie, je me rends compte qu'en fait, mon fils, c'est pas ma priorité. C'est peut-être malheureusement, ce qui est terrible, c'est que ça soit que ce soit la maladie de votre mari qui vous fasse prendre conscience de cela, mais peut-être que finalement, au fond, vous allez vous centrer sur votre mari et que du coup, votre fils vous allez être moins fusionnel avec votre fils et peut-être qu'au fond, ça va faire du bien à votre fils. Il n'a pas décroché depuis si longtemps que ça. Ça ne fait jamais qu'un mois.
Ça ne fait jamais qu'un mois qu'il ne voit plus sa psy. Il peut tout à fait reprendre un mois, c'est rien, hein, reprendre contact avec elle. D'autant plus que vous ne serez pas à lui dire d'y aller. Donc, vous le laissez un petit peu. Vous vous occupez de votre mari. Et puis... vous, à ce moment-là, parce que ça fait beaucoup de choses auxquelles vous devez faire face, peut-être que si vous ressentez aussi le besoin, vous dites que la dernière fois, quand vous avez été voir la psy de votre fils, vous dites elle m'a fait un peu ma thérapie. Peut-être que sachez aussi que vous avez la possibilité de parler, pas à celle de votre fils, hein, évidemment, de toute façon elle n'accepterait pas, mais peut-être d'avoir vous ponctuellement un lieu pour poser un peu toutes vos angoisses, toutes vos peurs, et que ça vous aidera à trouver la juste distance vis-à-vis de votre fils, et puis de parler aussi de vos peurs par rapport à votre mari, qui jusque-là, si j'ai bien compris, était vous protégez beaucoup, vous sécurisez beaucoup, et qui forcément, du fait de la maladie, ça se renverse un peu, puisque c'est vous qui aujourd'hui, assumez cette fonction et le protégez, enfin, faites en sorte de l'aider dans l'épreuve qu'il traverse. Bon courage à vous, Stéphanie. Au revoir. Europe 1, Caroline Dublanche. Allez, c'est l'heure de nous quitter. Je vous souhaite une très belle nuit et de beaux rêves. Il est 1h sur Europe 1, l'heure des informations, présentée par Émilie Bonneau. Bonsoir Émilie.